Si je vous disais que la vérité ou la réalité n'existe pas, que ce sont des chimères, qu'est-ce que vous en penseriez ? Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour parler de sujets que je trouve vraiment passionnants. On va parler ensemble de constructivisme, de réalité de premier ordre et de réalité de second ordre. Et vous allez voir comment ces concepts peuvent être pertinents et notamment dans la thérapie. On va également parler un petit peu de changement. Je vais m'appuyer sur plusieurs bouquins dont je vous parlais dans des précédentes vidéos. Il y a celui-là de Paul Václavic, John Wickland et Richard Fish qui s'appelle Changement, paradoxe et psychothérapie. Et il y a également L'art du changement de Paul Václavic et de Giorgio Nardone. Et le sous-titre c'est Thérapie stratégique et hypnothérapie sans transe. Je vous mettrai comme d'habitude des liens d'affiliation dans la description de la vidéo si vous voulez acheter les ouvrages. Alors, ces auteurs-là, si vous me connaissez déjà et que vous suivez un petit peu la chaîne, j'en ai déjà parlé, vous savez que ce sont les membres fondateurs de l'école de Palo Alto. En revanche, ce dont j'ai pas forcément parlé jusque-là, c'est que cette école de Palo Alto a été décisive dans un courant qui s'appelle le courant du constructivisme. Le constructivisme, c'est d'abord une théorie de l'apprentissage développée par Jean Piaget à partir des années 1923. Il a notamment développé cette théorie face au behaviorisme, au comportementalisme, dont on a parlé un petit peu dans la vidéo sur les punitions et les sanctions, parce que d'après lui, elle limitait trop l'apprentissage à un conditionnement de type stimulus-réponse. Piaget, ce qu'il pense lui, c'est que c'est par l'activité et par l'expérience que les enfants, en grandissant, se construisent une représentation de la réalité. Donc le constructivisme, d'un point de vue épistémologique, c'est une théorie de la connaissance qui se fonde sur le fait que la réalité, d'un point de vue objectif, n'existe pas et qu'elle est une construction de l'esprit humain. Donc à partir de là, vous voyez un petit peu où je veux en venir quand je vous dis que la réalité ou la vérité n'existe pas, puisque si la réalité est une construction propre à chaque individu, chacun développe sa réalité. Alors le groupe de Palo Alto dont je vous parlais va lui parler de deux types de réalités. Il va parler de réalité de premier ordre et de réalité de second ordre. La réalité de premier ordre sont les propriétés et les caractéristiques des objets ou des situations, alors que la réalité de second ordre a à voir avec la représentation que l'on se fait des propriétés et des caractéristiques dont on vient de parler. En fait, la réalité de second ordre, c'est l'opinion que l'on se fait sur les choses et sur les événements qui nous arrivent. L'exemple le plus simple que tout le monde connaît pour se représenter ce qu'est la réalité de premier ordre et la réalité de second ordre, c'est l'exemple du verre à moitié vide ou à moitié plein. Le fait que ce verre soit à moitié rempli d'eau, ça a rapport avec la réalité de premier ordre, mais le fait de dire qu'il est à moitié plein ou qu'il est à moitié vide a à voir avec la réalité de second ordre. C'est l'interprétation, c'est l'image que l'on se fait à propos de la réalité. Donc à partir de là, peut-être que vous commencez à voir l'intérêt pour la thérapie. Tout l'intérêt d'une thérapie, c'est d'agir non pas sur la réalité de premier ordre, mais d'agir sur la réalité de second ordre. On vient avoir une action sur les représentations que l'on se fait d'une situation. Parce que si vous acceptez cette proposition, on ne souffre que de l'interprétation que l'on fait des choses et des événements qui nous arrivent. Autrement, comment on pourrait expliquer qu'il y a des gens qui semblent avoir tout pour être heureux et qui sont malheureux comme les pierres, et d'autres qui n'ont rien, qui vivent dans la misère la plus totale et qui semblent parfaitement heureux. Donc en fait, d'une certaine manière, on pourrait se dire que les problèmes ne sont qu'une construction de l'esprit. Alors quand je dis ça, peut-être que ça peut paraître simple, ou qu'on peut se dire, bon, si c'est qu'une construction de l'esprit, après tout, ça devrait être facile à résoudre. En fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et même si les problèmes ont à voir avec la réalité de second ordre, vous allez voir que c'est très compliqué de changer cette réalité. Guys, where are we? Dans la vidéo de la semaine dernière, dont je vous mettrai un lien en haut de votre écran, ce que l'on a vu ensemble, c'est que ça ne suffisait pas de connaître l'origine, de connaître la cause des problèmes pour aller mieux ou pour pouvoir les résoudre. Mais alors qu'est-ce qui permet de résoudre les problèmes ? Eh bien c'est ce à quoi les auteurs dont je vous parlais en début de vidéo se sont intéressés. Et toute la théorie du changement qu'ils ont développée est une théorie qui s'intéresse à la manière dont on peut changer nos représentations, dont on peut changer notre réalité de second ordre. Ce groupe de Palo Alto, je ne sais pas si vous vous en souvenez, j'en parlais dans une précédente vidéo, il a été fortement influencé par un homme qui s'appelle Milton Erickson. Et Milton Erickson, c'était vraiment le grand artiste du changement. Il arrivait par des prescriptions simples à faire changer les gens, ou en tout cas à faire changer leur représentation profonde. Et pour faire ça, il n'avait pas besoin de connaître leur passé, il n'avait pas besoin d'aller chercher des éléments d'explication dans l'enfance des personnes, il faisait des prescriptions parfois paradoxales, parfois surprenantes, qui changeaient par l'expérience vécue, la manière dont les gens voyaient le monde. Vous voyez, on retrouve un peu cette idée du constructivisme selon Piaget, selon lequel l'enfant, en faisant des expériences, se construit sa réalité, se construit une image du monde. Et le changement peut être provoqué par des gestes ou des prescriptions illogiques, paradoxales, inattendues, qui semblent vraiment surprenantes. Pour vous donner un exemple historique de ce que je suis en train de dire, je vais vous parler d'une histoire qui se déroule à Carcassonne. Au XVIe siècle, Charlemagne arrive aux portes de la ville de Carcassonne pour faire un siège. La cité de Carcassonne avait un roi musulman du nom de Balak.
Et ce dernier, en apprenant l'arrivée des troupes franques de Charlemagne, part à sa rencontre avec son armée, mais il est défait par l'empereur. Lui et tous ses hommes meurent durant la bataille. Et Dame Carcasse, l'épouse de Balak, en apprenant la nouvelle, va organiser la défense de la ville de Carcassonne. Et elle a vraiment fait preuve d'une ingéniosité hors norme, d'une inventivité exceptionnelle pour pouvoir défendre la cité. Ce qu'elle a fait d'abord, en fait ce sont des ruses psychologiques, Ce qu'elle a fait d'abord, c'est qu'elle a mis des bottes de paille avec des armures pour faire croire qu'il y avait énormément d'archers tout le long du chemin de ronde. Elle leur mettait une arbalète dans les mains, et ce qu'elle faisait elle, c'est qu'elle passait comme ça le long du chemin de ronde, et elle faisait tirer les arbalètes, et donc du coup il y avait des carreaux qui partaient, et les envahisseurs pouvaient penser qu'il y avait énormément d'archers qui allaient leur tirer dessus si jamais ils avançaient davantage. Donc du coup déjà, en faisant ça, elle évite l'assaut frontal de la forteresse. Donc un siège commence à se mettre en place, et ce siège, il va durer 5 ans. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé à Carcassonne, mais c'est suffisamment grand pour qu'il y ait de quoi vivre pendant un certain temps. Et au bout de 5 ans, quand même, les vivres commençaient à manquer. Alors bien sûr, 5 ans, c'était très long pour les personnes qui étaient enfermées dans la cité, mais c'était également très long pour les personnes qui menaient le siège. Et comme une grande majorité de la ville était musulmane, ils ne mangeaient pas de porc, et donc du coup, ce qu'ont fait les villageois, c'est qu'ils ont amené un porcelet à Dame Carcasse, et qu'elle a décidé de le faire engraisser avec le dernier sac de blé qui restait. Et une fois que le porc est bien engraissé, ce qu'elle demande, c'est qu'on le jette du haut des murs de la cité. Et Charlemagne, voyant que Dame Carcasse lançait un porc complètement nourri au blé, enfin engraissé au blé, se dit qu'il devait rester une quantité de vivres incroyable, et il lève son siège. Dame Carcasse fait sonner toutes les cloches de la ville, et c'est alors que les troupes de Charlemagne se seraient écriées « Carcasse sonne », d'où le nom de la ville de Carcassonne. Pourquoi ce récit légendaire est très intéressant quand on s'intéresse au changement? C'est parce que c'est le fait d'avoir un comportement inattendu à un moment, c'est-à-dire que le fait de lancer de la nourriture, de gaspiller le dernier sac de blé pour donner à manger à un porc, pour le lancer en haut des murailles, était quelque chose qui pouvait paraître comme étant surprenant, inattendu, et c'est bien ça qui a provoqué le changement décisif. Dans le cadre de la thérapie, il y a certaines techniques comme les injonctions paradoxales ou la prescription du symptôme qui peuvent être très intéressantes et qui provoquent des changements alors que les solutions qui sont proposées semblent être vraiment inattendues et surprenantes. Pour vous donner un exemple de prescription du symptôme, ça pourrait être une personne qui vient consulter pour des crises de boulimie, et bien ça va être le fait de lui prescrire le fait de faire une crise de boulimie tous les soirs à 20h par exemple. Ou l'injonction paradoxale, vous voulez perdre 20 kilos, eh bien prenez-en 20. Ce genre de technique est notamment très intéressante lorsque les personnes ont l'impression de n'avoir aucune prise sur leurs symptômes. Si ça vous intéresse de savoir comment est-ce que techniquement on fait ça dans la thérapie et à quoi ça peut servir, je vous invite à lire le livre de Paul Václavic dont je vous parlais au début de la vidéo. Et une des techniques qui est intéressante pour agir sur la réalité de second ordre, c'est celle du recadrage thérapeutique. Je vous invite à voir la précédente vidéo que j'avais fait sur ce sujet-là si ça vous intéresse. Dans les prochaines vidéos, on va s'intéresser au fait de définir le changement, à voir quelles sont les prémices pour qu'il puisse apparaître, et on va s'intéresser à l'approche stratégique qui va s'intéresser notamment à la manière dont on va pouvoir provoquer ce changement. Si vous voulez être averti de la parution de ces prochaines vidéos, activez la clochette des notifications, abonnez-vous, mettez un pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo, et moi je vous dis à très bientôt, et en attendant, prenez bien soin de vous.